Merci. Merci à vous de nous donner l'occasion de parler de cette problématique. Euh, donc, je vais surtout introduire les propos de Véronique qui connaît bien cette problématique des troubles cognitifs liés au cancer. Donc, pour reprendre un petit peu le contexte, euh, environ 382 000 nouveaux cas de cancer en 2018 en France. 50% des cancers concernent des adultes de moins de 65 ans. Et un tiers des patientes, au total, sont en activité professionnelle au moment du diagnostic. En 2018, en France, il y a 3,8 millions de personnes qui sont des survivants d'un cancer, c'est-à-dire qui ont eu un cancer dans leur vie. Et 63% ont des séquelles du cancer ou des traitements. Parmi les personnes qui étaient en emploi au moment du diagnostic, 20% ne travaillent plus 5 ans après. Et une personne sur 3 quitte ou perd son emploi dans les 2 ans après le diagnostic de cancer. Enfin, 11% des personnes en activité se sont senties pénalisées professionnellement à cause de leur cancer. Donc il y a une vraie problématique sociale et sociétale autour de l'accompagnement à la réhabilitation personnelle, sociale et professionnelle à l'issue du parcours des traitements oncologiques. Les troubles cognitifs liés au cancer, donc un peu comme les coques et les prothèses, le pourcentage est assez variable. Selon les publications, on a entre 18 et 78% de personnes qui ont eu un cancer qui se plaignent de troubles cognitifs, soit environ 150 000 nouvelles personnes en France chaque année. 50 000 personnes en activité professionnelle. Et les raisons pour lesquelles ces pourcentages sont aussi variables, c'est que les troubles cognitifs sont sous-diagnostiqués en raison de l'hétérogénéité d'une part des mécanismes qui sont mal connus, des présentations cliniques et des conséquences fonctionnelles qui sont variables en fonction des personnes. Jusqu'à maintenant, on a peu de réponses structurées concernant l'évaluation de ces troubles et leur prise en charge, alors qu'il existe une attente importante des patientes, puisque 75% des patients ayant une plainte cognitive, selon une enquête nationale du réseau Sentinelle, sont en attente d'une prise en charge de ces troubles. Donc il y a plusieurs termes qui permettent de désigner ces troubles. Le terme anglais, c'est Cancer-Related Cognitive Impairment, donc troubles cognitifs reliés au cancer. On entend aussi les mots chemobrain, chemofog, donc c'est le brouillard lié à la chimiothérapie. C'est des choses qui sont décrites depuis les années 90 et on les retrouve, et c'est ça qui fait qu'on dit plutôt troubles cognitifs liés au cancer plutôt qu'à la chimiothérapie ou au traitement, parce qu'ils surviennent avant, pendant ou après, et après les traitements oncologiques. Donc il y a des choses qui sont, donc c'est différent d'une atteinte liée à une tumeur cérébrale évidemment, ou à des localisations secondaires d'un cancer au niveau cérébral. Il y a aussi des cas très rares de syndrome auto-immun paranéoplasique avec une atteinte limbique, mais ça c'est une partie un petit peu anecdotique de ces troubles. Il y a une toxicité des chimiothérapies qui peut être une toxicité directe du 5-FU, du méthotrexate, de l'ifosfamide, ou une toxicité indirecte. L'hormonothérapie est aussi pourvoyeuse de troubles cognitifs liés au cancer, que ce soit l'hormonothérapie dans le cancer du sein ou dans le cancer de la prostate. Et des études ont mis en évidence aussi des troubles cognitifs liés au traitement anti-angiogénique. Pour ce qui concerne l'immunothérapie, les études sont actuellement en cours. Donc je vais vous parler des cofacteurs qui existent mais qui ne suffisent pas à expliquer les troubles cognitifs, c'est-à-dire que c'est des facteurs sur lesquels on peut jouer pour essayer d'améliorer l'état cognitif, que ce soit l'anxiété, la dépression, les troubles du sommeil, la douleur, les dysrégulations hormonales, tout ça, ça induit une certaine fatigue cognitive, mais qui ne suffit pas à expliquer ces troubles qui sont décrits par les patientes et les patients. On retrouve aussi une intolérance à l'effort, une fatigabilité physique et une fatigue liée au cancer. Le cancer peut aussi induire un isolement social, une anémie. Tous ces facteurs-là rentrent en jeu dans l'altération cognitive en général. L'âge aussi est un facteur important
dans la survenue de troubles cognitifs. Donc tous ces facteurs interagissent avec les troubles cognitifs, mais ne sont pas les seuls responsables. Et je vais laisser Véronique vous expliquer la suite. Si on veut rentrer dans le sujet un petit peu plus neuro, j'ai envie de venir en fait sur la question comment est-ce qu'on va identifier ces troubles au niveau structural. Donc, que révèlent finalement les travaux d'imagerie structurale? Alors, ce que l'on voit dans un premier, d'un premier point, c'est une réduction déjà du volume de la substance grise dans le cortex préfrontal et temporal moyen entre avant et 1 mois après la chimiothérapie, avec une récupération partielle dans certaines régions 1 an après la chimiothérapie. 20 ans après la fin des traitements, on note une atrophie corticale globale chez les patientes âgées en rémission, comparable à un processus de vieillissement qui sera accéléré de 4 années. On note aussi des anomalies de la substance blanche, notamment au niveau du faisceau longitudinal supérieur, quelques mois après la chimiothérapie versus avant, avec une récupération de l'intégrité de la substance blanche rapportée plusieurs années après la chimiothérapie. Grâce à l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, on peut aussi avoir mené des observations sur le fonctionnement cérébral pendant la réalisation d'une tâche cognitive chez des patients qui ont été traités pour une pathologie cancéreuse. Donc on note des hyperactivations, c'est-à-dire une activation plus importante que les témoins dans les régions frontales et pariétales quelques mois ou années après les traitements, donc pendant la réalisation d'une épreuve de mémoire ou exécutive réussie. Et ces hyperactivations sont associées à une fatigue et une plainte cognitive accrue. Alors, on parle aussi, l'hypothèse serait en fait d'un mécanisme de compensation de la part des patients pour réussir en fait les tâches proposées. On note aussi des baisses d'activation qui sont parfois observées, notamment après la chimiothérapie à forte dose et même 10 ans après. Et ces baisses d'activation ont lieu pendant des épreuves qui sont non réussies. Alors, on a observé également le fonctionnement cérébral au repos, donc avec une observation de ce réseau qui est composé des régions qui s'activent spontanément quand le sujet en fait est à l'état de repos. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas engagé dans une activité cognitive orientée vers un but précis. Donc, il s'agit en fait de régions cérébrales qui s'activent de façon synchrone lorsqu'on laisse aller librement ses pensées sans interaction avec l'environnement. Donc, en fait, on note des altérations des régions du réseau du mode par défaut, des anomalies de connectivité, une baisse de connectivité au sein du réseau par défaut, et puis une hyperconnectivité hippocampo-corticale. En résumé, ce que l'on peut retenir en fait des travaux de neuroimagerie, ces travaux montrent en fait des diminutions donc globales et locales du volume de la substance grise, des altérations de l'intégrité de la substance blanche, des dysfonctionnements au repos et au cours d'une tâche, et ces altérations cérébrales sont souvent subtiles mais étendues, comme le montre le schéma. Les récupérations partielles sont souvent observées plusieurs mois ou plusieurs années après l'arrêt des traitements. Alors, une petite limite, c'est que en fait, les nombreux travaux qui sont ici cités ont inclus aussi des patientes qui recevaient une thérapie endocrinienne, donc qui pourraient effectivement laisser entendre que la chimiothérapie n'est pas effectivement le seul facteur. Alors, qu'en est-il de la plainte cognitive? On appelle la plainte cognitive l'ensemble des difficultés cognitives identifiées par le patient depuis une période donnée, c'est-à-dire l'apparition des premiers symptômes qui vont être en début ou en fin de traitement. Donc, la plainte cognitive, bien évidemment, elle est subjective et elle se caractérise par le domaine cognitif affecté et puis l'intensité de la gêne occasionnée. Donc, les plaintes les plus fréquentes concernent les difficultés de concentration, de mémorisation, ainsi qu'une fatigabilité importante.
Donc, ce que rapportent fréquemment les patients, c'est un défaut d'information sur ces troubles cognitifs comme complications potentielles avant le début des traitements. C'est aussi un manque de prise de considération de la part des professionnels de santé, avec une absence d'interrogation sur le fonctionnement cognitif par le corps soignant, ou bien une minimisation de ces troubles quand ils sont évoqués, tant par le personnel médical et soignant que par l'entourage. Donc cette nécessité en fait d'une légitimation qui va être essentielle pour accompagner le patient. En termes d'apparition des troubles, d'un point de vue clinique, en fait, on va avoir affaire à deux profils. Un premier profil qu'on va dire précoce, où les premières plaintes apparaissent avant les traitements. Donc, ces plaintes sont d'origine multifactorielle et elles vont impliquer les effets cognitifs directs du cancer, notamment par l'environnement inflammatoire en général, et ainsi que les cofacteurs tels que les troubles thymiques. L'aggravation va être progressive de ces troubles, elle va se mettre en place au fur et à mesure de l'évolution, et notamment avec les traitements, jusqu'à un point maximal dont le délai de survenue et l'intensité sont variables en fonction des cofacteurs également. On a également un profil qu'on va dire tardif, où il n'y a pas de plainte cognitive pendant les traitements, notamment lorsqu'ils sont pourvoyeurs d'effets indésirables physiques, passant au premier plan, c'est-à-dire les nausées, l'asthénie majeure, des neuropathies périphériques et invalidantes. Et puis donc cette apparition de la plainte cognitive va se faire au moment d'une remise en avant des fonctions cognitives, donc soit à l'arrêt des traitements et des effets secondaires physiques, soit à la reprise du rôle occupationnel qui va nécessiter l'utilisation en fait, des fonctions cognitives, qu'il s'agisse soit d'un rôle professionnel ou personnel. Par rapport à la disparition de ces troubles, en fait, il existe là encore deux profils. Un profil complet et rapide, c'est-à-dire une clairvoyance cognitive qui va durer environ 2 mois, avec une absence de plainte au décours. Donc les données actuelles de la littérature ne permettent finalement pas de savoir si la disparition des plaintes est secondaire à une normalisation des performances ou à une adaptation du patient à son nouveau fonctionnement cognitif. Ensuite, on va avoir un profil incomplet ou tardif, donc avec une persistance de la plainte cognitive à 2 mois post-traitement. Donc le maintien de cette plainte au décours pouvant aller de 2 ans à 10 ans selon les articles. Il est possible que les patients intégrant ces profils soient bien évidemment porteurs de séquelles cognitives authentiques, mais et ou de facteurs persistants, notamment de troubles thymiques ou d'une intolérance à l'effort qui sont finalement indépendants de la question des traitements. Au niveau de cette plainte cognitive, en fait, ce qui va être difficile, ça va être cette évaluation, parce que l'évaluation une distinction se fait toujours entre la plainte du patient, qui, elle, est subjective, et puis la performance cognitive objectivable par des tests neuropsychologiques. Alors que nous rapportent ces évaluations, d'une part, une cohérence entre cette plainte et la performance, où la plainte cognitive, finalement, va correspondre aux déficits qui sont objectivés par les tests neuropsychologiques. Et puis d'un autre côté, une forte proportion en fait de discordance. Alors beaucoup moins présent, pas de plainte spontanée, mais des déficits cognitifs objectivés, avec ce qu'on appellera une anosognosie, mais sinon en fait une discordance où finalement il va y avoir la présence d'une plainte cognitive, mais des résultats au test neuropsychologiques qui sont normaux. Donc cette discordance, en fait, elle peut être expliquée par plusieurs choses. D'une part, par le manque de sensibilité des tests neuropsychologiques qui ont été construits pour des patients cérébro-lésés. Ensuite, et dans le cadre de maladies neurodégénératives, avec ce manque de cohérence aussi, va pouvoir être amené par la différence en fait entre la situation d'évaluation dans un bureau calme, un instant précis avec une condition d'évaluation, et puis finalement la vie quotidienne qui souvent sera beaucoup plus coûteuse en ressources attentionnelles et émotionnelles. Et puis, on va aussi, avec notre bilan, mesurer des déficits, mais pas la perte cognitive. Autrement dit, un patient peut avoir des résultats normaux, mais avoir pourtant en fait, subi une diminution de ses capacités cognitives. Donc, les résultats auraient été en fait, supérieurs avant l'épisode oncologique que l'on ne peut bien évidemment pas mesurer. Et puis ensuite, une mauvaise identification de la part du patient, et parfois même des soignants, du fait de l'interdépendance des fonctions cognitives. En fait, le cas fréquent, c'est qu'on va confondre en fait, des troubles de la mémoire avec des troubles attentionnels.
Néanmoins, l'élément central va être la plainte du patient et c'est sur elle en fait qu'on va principalement s'appuyer. Donc les atteintes les plus fréquentes sont effectivement au niveau de la mémoire, au niveau de l'attention, des fonctions exécutives et du langage. Alors, au niveau de la prise en charge, cette prise en charge est encore récente et peu documentée. Donc, quelques études émergentes tendent à montrer que la déficience n'est pas immuable et que, alors que le rétablissement spontané est limité, des interventions sont possibles. Alors, souvent, le degré de déficience chez les survivants du cancer est généralement décrit comme étant léger à modéré. C'est ce qu'on appelle des troubles subtils, ce qui suggère en fait que ces personnes pourraient être de très bons candidats pour des programmes de réadaptation cognitive. Alors ce schéma vous montre aussi en fait qu'il va falloir considérer les cofacteurs qui sont confondants, la question de l'âge sur laquelle on ne pourra bien évidemment pas agir, mais néanmoins différentes approches vont permettre en fait de proposer en fait aux patients une prise en charge qui peut être assez variée. Donc, il va tourner autour de la pharmacologie, mais des interventions comportementales, de l'activité physique adaptée et de la remédiation cognitive. Cette remédiation cognitive qui reste une des façons les plus intéressantes de travailler avec les patients. Donc à Bergonié en 2017, la mise en place des premiers ateliers de remédiation cognitive, une innovation puisque en fait ces ateliers n'existaient pas en France, en dehors de Bergonié. Et puis avec le confinement, en fait, on est arrivé à proposer finalement ces ateliers qui étaient en présentiel, en fait en visio-atelier, avec cette réussite finalement que l'on peut dire, où on s'est demandé si ce saut technologique proposé aux patients marcherait. Et en fait, mais les patients se sont très bien faits. Ils ont trouvé en fait beaucoup d'avantages à ces visio-ateliers, notamment ceux qui sont loin, ceux qui ont à prendre la voiture, une population qui est fatigable et fragilisée. Alors il se trouve également que finalement, j'ai envie de dire, sans qu'on ne l'ait imaginé, on était un petit peu prêt à ce saut technologique puisque tous les exercices avaient été numérisés et qui permettent vraiment un support intéressant en partage d'écran. Alors sinon, au-delà de ça, une association qui a été montée avec l'aide de patients et de médecins qui propose en fait la mise en place de ces ateliers un petit peu partout en France, avec cette question en fait d'ateliers qui actuellement ont lieu en visiothérapie. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour vos deux présentations. Juste avant de voir quelques questions, en fait, ce sujet est une bonne façon d'aborder la question de l'après-cancer. On parle souvent depuis quelque temps, on commence à parler de l'après-cancer. Ce n'est pas un sujet que l'on abordait si souvent que ça avant. Ce n'est pas par hasard que l'on parle de l'après-cancer, c'est une bonne nouvelle en soi. Et ça permet d'aborder des questions comme celle-là. Ces troubles cognitifs ont fait l'objet d'un numéro entier d'une revue d'oncologie médicale qui s'appelle Annals of Oncology, qui est un très très bon journal européen, c'est d'ailleurs le journal officiel de la Société européenne d'oncologie. Donc plus aucun oncologue ne peut l'ignorer maintenant. Et c'est assez intéressant parce que c'est extrêmement variable d'une patiente à l'autre. Certaines patientes n'ont pas eu la moindre conséquence cérébrale, c'est le moins qu'on l'on puisse dire, après chimiothérapie. Et d'autres, par contre, depuis qu'on y est sensibilisé, en particulier grâce à vous, d'autres ont été vraiment ébranlés. Et à l'évidence, l'oncogite, dont tout le monde a vu les coordonnées, donc on peut y aller très facilement, leur rend service. Donc je suis assez enthousiaste par rapport à ce domaine qu'on a longtemps ignoré et qui est un réel problème chez certaines patientes.
Oui, et puis je crois aussi que, comme vous le disiez, la question de l'après-cancer se pose aussi à un moment donné où finalement les patients se trouvent un petit peu abandonnés. Sans que effectivement ce soit le cas, avec la question d'une réhabilitation sociale et professionnelle et ces troubles qui sont là, qui vont véritablement en fait les angoisser. Et puis donc ce travail en fait qu'on peut mener avec eux, qui va être bien différent en fait de la question d'un accompagnement psy, j'ai envie de dire normal, ou d'un groupe de parole, parce qu'en fait le patient ne recherche pas ça. En fait là c'est un patient qui devient acteur, qui va effectivement apprendre et d'une qui va retravailler les connexions neuronales, mais qui va aussi apprendre des nouvelles stratégies, qui va devenir un petit peu acteur et qui va apprendre à gérer son stress et à se reprojeter en fait différemment dans une vie souvent professionnelle qui a été un petit peu chahutée. Camille mentionnait les conséquences professionnelles du cancer, des traitements, etc., qui sont impressionnantes. Il n'y a pas d'autre terme. Juste une question très presque méthodologique, mais importante. Une question qui est tombée sur mon bureau, elle n'est pas de moi. Est-ce que ces modifications post-chimio ont été évaluées et comparées à une population que l'on pourrait appeler témoin, âge égal et comorbidité égale? Est-ce que ce travail méthodologique a été fait à votre connaissance? Alors c'est vrai que la grosse difficulté en fait c'est d'avoir des études qui vont être effectivement homogènes et qui vont aussi proposer en fait des évaluations qui vont pouvoir être comparables. Donc c'est pour ça que l'International Cancer Force Task, enfin, excusez-moi, donc a beaucoup travaillé en fait à l'homogénéisation en fait des évaluations. On reste aussi beaucoup sur une population cancer du sein. Donc effectivement, on n'évalue pas non plus d'autres populations, sur des populations aussi qui seraient jeunes, comme pour le cancer du sein. Bien évidemment, le cancer du sein, on a des bons pronostics, mais sur des pathologies en hématologie, effectivement, où on a aussi là des très bons pronostics et une population qui doit réintégrer sa vie sociale et professionnelle. N'importe qui peut aller sur Oncogite. Dans les études sur l'hormonothérapie, il y en a une qui était une étude cas témoin qui comparait à une population qui n'avait pas reçu d'hormonothérapie de même âge, de même sexe, et qui montrait qu'il y avait effectivement des troubles qui prédominaient chez la population traitée en cours d'hormonothérapie. Tu te souviens où ça a été publié? Breast Cancer Research and Treatment. Correct. Si ça ne vous gêne pas trop, on va peut-être terminer la séance.